Vous avez certainement déjà vu ces vidéos d'animaux qui tentent d'ouvrir la porte d'un frigo, qui piquent un colis sur le seuil d'une maison ou qui mangent un plat qui ne leur était pas destiné. Ces vidéos fleurissent. Si ces vidéos fleurissent, c'est grâce aux caméras de surveillance qui les captent à l'extérieur et désormais aussi à l'intérieur de nos foyers. Des images amusantes qui peuvent nous attendrir, mais qui révèlent pourtant notre acceptabilité d'une surveillance de plus en plus présente dans nos quotidiens et dans notre intimité. Bonjour Pauline Chasseret-Peraldi. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheuse associée au laboratoire PALOC, au Muséum national d'histoire naturelle. Et vous venez de publier cet essai intitulé L'image indomptée, animaux et technosurveillance aux éditions Le Pommier. Pour être totalement honnête et transparent avec vous, notre œil, dans l'équipe des Matins du Samedi, et notre intérêt ont été aiguisés par la première de couverture de votre livre. Je vais la décrire pour nos auditeurs. La photo en vision de nuit, comme on dit, d'un chien, d'un chat, d'un lapin, d'une poule et d'un perroquet. Images issues de vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces images, d'abord ? Alors, ces images, elles représentent, on va dire, une espèce de nouvelle réalité qui commence à peupler nos imaginaires visuels et notre culture un peu plus largement. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit en introduction, ces caméras de surveillance commencent un peu à se diffuser largement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nos habitats. Et à vrai dire, nous vivons pas seuls. C'est-à-dire que nous vivons entourés d'autres espèces, pas que des espèces, hein, mais d'autres espèces vivantes qui, elles aussi, circulent, ont des trajectoires et passent parfois devant l'œil toujours ouvert des caméras que l'on poste autour de chez nous. Et donc, c'est ça qui vous a intéressé, puisque vous travaillez justement sur les relations entre les technologies numériques et les relations humains-animaux. Pour rentrer un peu dans la technique, est-ce qu'on peut dire que ces photos de la couverture de votre livre, ce sont des images algorithmiques? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Alors, là, on rentre, on va dire, un peu dans le vif du sujet et dans, à mon avis, une des dimensions qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que toute vidéosurveillance n'est pas forcément traitée par algorithmique. Mais en revanche, elle a le potentiel de l'être. Parce que quand on enregistre une vidéo, on enregistre en somme des données qui peuvent du coup constituer des informations. Elles ne le sont pas en tant que telles tant qu'elles ne le sont pas traitées. Ce que l'on voit en fait dernièrement, c'est que selon leur emplacement, selon aussi l'entreprise qui va fournir en fait le dispositif d'enregistrement, il est probable, potentiel, que ces images soient mises au service d'un traitement algorithmique pour des opérations de reconnaissance, d'identification d'informations, de catégorisation et donc de traitement présent, futur, qui peuvent avoir des rétroactions. C'est ça qui est intéressant, Pauline Chasseret-Peraldi, c'est que effectivement, on a l'impression d'abord que ces caméras que l'on peut installer chez soi, c'est quelque chose d'assez gadget en réalité. Et finalement, comme dans la transition de la semaine, on raconte le monde en mouvement, on peut aussi mettre cela en parallèle avec une émergence à la fin des années 2000, pardon, d'un logiciel qui s'appelle Google Street View, qui est un programme qui permet de voir depuis chez soi, depuis un ordinateur, le monde entier. Quel lien vous faites justement entre ces deux pratiques, c'est-à-dire mettre une petite caméra chez soi pour être rassuré quand on n'est pas là, et ce qu'a lancé ce monstre qui est Google pour cartographier, photographier le monde entier? Alors en fait, moi ce qui m'a paru en tout cas intéressant avec le cas de Google Street View, c'est que ça fait partie d'un des premiers cas massifs, on va dire, d'enregistrement des vues du monde, des environnements, des sociétés, voilà, parce que c'est souvent aussi dans des milieux urbains. Il y a aussi des disparités, des asymétries dans le logiciel. Tout n'est pas enregistré selon des conditions bien précises, parfois de sécurité, de dimension géopolitique. On ne va pas creuser cette dimension-là en l'état. Mais disons qu'il y a eu une faculté de diffusion et d'installation de cette technologie assez rapide. Et de façon générale, les études sur la technosurveillance montrent que la diffusion des caméras mobiles d'enregistrement, des caméras de vidéosurveillance, de toutes ces technologies-là, se sont faites sans contestation très forte, parce que c'est assez insidieux comme développement. Et donc, derrière le spectacle fascinant, hein, au demeurant, de Google Street View, qu'on retrouve aussi bien dans les pratiques de géoguesseurs, mais aussi dans des pratiques d'artistes, où cette imagerie est souvent mobilisée, donc on le retrouve beaucoup dans des films, dans des projets photographiques, il y a une attractivité, Une curiosité? une curiosité, qu'est-ce qui se passe? Et avec cette idée de tout d'un coup, je peux voir le monde depuis chez moi. Hmm. Donc il y a aussi quelque chose de fascinant, qui reprend, hein, des pratiques culturelles qui ne sont pas nouvelles.
Ça change évidemment notre rapport au monde, nos représentations aussi. Est-ce qu'on peut dire que ces images, ces vues, elles sont passées, je dirais, dans le langage courant, en quelque sorte? On s'y est très vite habitué? Oui, je crois qu'on s'y est très vite habitué et on s'y est très vite cherché. Et du coup, ça part aussi de ça, de pourquoi on est fasciné par essayer de se retrouver dans Google Street View. Pourquoi on cherche notre visage, souvent sachant qu'il est flouté. Et là, j'en viens à une autre des dimensions qui, justement, montre un peu ce lien à tisser, à essayer de creuser, hein, malgré sa technicité, entre le fait qu'une image enregistrée a le potentiel d'être traitée par algorithme. Et que si on peut se retrouver en fait dans ce logiciel, c'est parce qu'il y a une indexation. C'est-à-dire que je peux taper dans le moteur de recherche mon adresse, des données, et que progressivement, en recoupant, je peux me retrouver. Et aussi, ça part d'indices qu'on connaît soi-même. Où est-ce que j'habite? Comment je m'habille? Et donc, c'est pas parce qu'on a perdu notre face qu'on ne peut pas se reconnaître pour autant. Et ça, il y a plusieurs personnes en fait qui ont commencé à se chercher dans ces images-là. Et donc, leur diffusion massive, le fait que ça s'est normalisé, banalisé en fait dans la société. Ah bah c'est Google Street View. Ah bah attends, je vais regarder sur Google Street View, sur Google Maps pour me déplacer. Ah tiens, est-ce que j'irai pas là? Hmm. Et en fait, qu'est-ce qu'on a laissé faire en même temps? Un enregistrement massif des données et leur traitement. Pendant très longtemps, ma propre cousine avait été photographiée en sortant de chez elle par Ouais. cette fameuse voiture Ouais. Google, puisque, pour expliquer aux auditeurs, c'est une voiture qui se balade donc dans les rues et qui capte effectivement toutes ces images, qui floutent les visages. Et cela peut être aussi utilisé, comme on peut l'entendre dans ce reportage. Cet Espagnol pensait être discret. Dans cette commune de Tajueco, 56 habitants, aucune chance de croiser un voisin. Un plan parfait? En théorie. C'était sans compter sur le passage d'une voiture Google qui cartographie des millions de kilomètres de route. Une voiture arrivée pile à temps pour immortaliser la scène. On y voit cet homme placer un large sac blanc dans le coffre de sa voiture avant de quitter les lieux. Selon la police espagnole, il s'agirait du corps d'un homme d'une trentaine d'années, venu rendre visite au propriétaire de la voiture et disparu il y a plus d'1 an. Un indice décisif pour les enquêteurs qui ont ainsi pu arrêter 2 personnes, dont l'homme présent sur les photos, et retrouver un torse démembré à quelques kilomètres du village. Reportage de TF1 en décembre 2024 sur ce meurtre donc en Espagne et le suspect identifié grâce à cette photo prise par la voiture Google. On pourrait se dire, Pauline Chasseret-Peraldi, que c'est génial dans ce cas-là, ça permet d'élucider des meurtres. En tout cas, ça veut surtout dire qu'on a accepté une forme de surveillance, de technosurveillance. Oui, je pense qu'on peut déjà le dire comme ça. Après, là, ce que vous soulevez, c'est un point, à mon avis, assez important. Parce que quand on formule, en tout cas, une analyse et une critique des technosurveillances, on peut souvent dire, mais regardez ces cas où ça permet d'identifier, regardez ces cas où tout d'un coup, je peux me déplacer sans bouger de chez moi. Et puis après, j'y reviendrai avec la question aussi animale qui est importante pour comprendre toute cette intrication. Mais typiquement, effectivement, parfois, ça permet des choses fantastiques. Je pense notamment au cas de l'open source intelligence. D'ailleurs, je mentionne que là, actuellement, à la Gaîté Lyrique, il y a ce super festival sur ces questions qui montre qu'il y a des possibilités de contre-enquête par toutes les données aussi qui sont disponibles en fait en ligne. Donc, il y a un potentiel aussi vertueux. Cependant, on peut se demander ce que, de façon générale, ça façonne comme société, d'être dans un regard qui scrute, dans la possibilité d'enregistrer en permanence les données. Et la question, c'est l'arbitraire du pouvoir qui va traiter en fait aussi ces données et de ce qu'il peut en faire et les conséquences sur la société. Vous l'avez dit, en fonction des pays, il y a eu plus ou moins des levées de boucliers face à cette cartographie, cette photographie, notamment je pense à l'Allemagne, où, Ouais. mais au fur et à mesure, les choses se sont un peu libérées. C'est ça aussi, et depuis 8 ans que dure votre enquête, vous avez vu qu'il y a une forme d'acceptabilité de plus en plus forte. On oublie en fait, est-ce que c'est une question d'oubli? On oublie qu'on est surveillé avec ces technologies-là? Oui, je pense qu'il y a ça et il y a aussi le fait qu'il faut toujours remettre ça dans un contexte plus vaste. Quelle est la place de l'image dans notre société? Est-ce qu'on a pris l'habitude de se photographier, de se filmer, de partager nos quotidiens? Donc en fait, tout ça va ensemble. À l'exemple en fait des caméras domestiques. Si ces caméras domestiques, elles ont aussi, on va dire, une forme de popularité, c'est bien parce qu'on s'est habitué aussi à leur esthétique, à leur présence, en consommant en fait les vidéos et les images qui en circulent, à l'exemple de celles qui sont sur la couverture par exemple. Elles nous rappellent quelque chose, elles nous font rire, et ou elles nous fascinent, elles nous intriguent. Donc il y a un peu tout ça aussi qui est entremêlé.
pour illustrer aussi cette perturbation de l'environnement où ces voitures viennent effectivement perturber, ça peut être les humains quand on les voit dans les rues, mais ça peut être aussi les animaux. Vous racontez au début de votre livre l'histoire d'un chien, Meru. En quelques mots, pourquoi est-ce que son histoire est importante et en quoi elle relie aussi peut-être vos deux terrains de jeu et de recherche, c'est-à-dire d'un côté la technologie et de l'autre côté tout l'aspect animal? Oui, bien sûr. Alors, le cas de ce Golden Retriever, donc sur une petite île de Corée du Sud, moi, il me paraît très intéressant. Déjà, en fait, c'est une image que j'ai reçue je ne sais pas combien de fois. Donc ça aussi, c'est marrant de voir à quel point elle circule, par où elle reviennent. Et ceci sur une période de temps assez étalée. Et donc, pour essayer de décrire ces images, il faut imaginer donc sur un même système de cartographie en ligne, un chien, un Golden Retriever tout doré, qui suit a priori la personne en train de photographier cette île. Et donc du coup, on clique et on voit en fait la gueule du chien tout à fait enjouée et très content de faire cette balade. Et ces photographies, elles ont largement circulé avec l'idée qu'elles étaient évidemment issues de Google Street View. Et en fait, quand on creuse un tout petit peu, elles viennent pas du tout de ce site, mais d'un autre outil, service en ligne, coréen au demeurant, donc Kakao Map, qui montre bien qu'il y a une pluralité de services, mais qu'on a un peu normalisé le fait que le monde, par exemple, serait représenté par Google et pas par quelqu'un d'autre. Donc là, on voit aussi un effet de standardisation, un effet d'accumulation au sein d'une même entreprise et donc de centralisation des pratiques, comme un carrefour obligatoire. Et ça, c'est préoccupant. Alors, puisque vous parlez de préoccupations et des risques, pour terminer, quels sont les risques pour nous? Vous dites, plus il y a d'images, plus on nourrit l'algorithme, plus on nourrit la machine. Eh bien justement, il faut pour ces machines, pour qu'elles puissent reconnaître efficacement, il faut bien qu'elles soient entraînées. Et c'est là où notamment les animaux rentrent en ligne de compte, c'est que les premiers datasets, donc les bases de données sur lesquelles les apprentissages machines, parce que la machine, elle n'a pas une connaissance ontologique, on va dire, du monde, il faut bien qu'elle ait été entraînée, qu'on lui a appris quelques catégories pour qu'elle puisse ensuite les déterminer. Qu'est-ce qui était disponible à la base d'Internet? C'était majoritairement des photos de pêche, donc des poissons, des chats, des chiens qu'on continue à nourrir, notamment en filmant depuis chez nous et en les partageant, peut-être parce qu'on est attaché à ces animaux, qu'on aime bien les partager et les voir, et que ça banalise aussi un peu les effets de pouvoir que produisent ces technologies. Vous avez dit un mot tout à l'heure des gouvernements, un mot sur la question des drones qui sont utilisés en France de plus en plus pour surveiller les manifestations. Quelle question ça pose? Eh bien là, ça pose la question de la scrutation aussi des populations et on va dire d'une policiarisation aussi des libertés individuelles et notamment des droits à manifester. Et disons que c'est préoccupant dans des contextes de politique qui auraient tendance à criminaliser des actes de militance ou en tout cas d'expression d'opinion selon les lignes politiques qui les dirigent. Et j'insiste pour dire que l'utilisation des drones dans le contexte de manifestations a été fait à la base sous des formes d'expérimentation plus ou moins légales, pour même dire illégales. Et qu'il faut faire attention avec ces technologies-là, c'est que bien souvent elles sont testées de façon complètement illégale ou soi-disant à des fins d'expérimentation temporaire, mais elles se banalisent et se pérennisent très facilement. Merci beaucoup Pauline Chasseret-Peraldi d'être venue ce matin dans la transition de la semaine sur France Culture. Je rappelle votre essai « L'image indomptée, animaux et technosurveillance » publié aux éditions Le Pommier. Très bonne journée à vous. Vous écoutez Les Matins du Samedi sur France Culture, 7h24.